Ravi d'ouvrir cette deuxième table ronde dans la salle Ampère avec un sujet extrêmement concernant et d'actualité, comment refroidir les data centers de manière efficace et durable. Alors, petit chiffre, en 2023, ces data centers ont représenté 2% de la consommation électrique mondiale. Dit comme ça, on se dit ça n'a pas l'air énorme, mais cette croissance pourrait s'avérer exponentielle si elle n'est pas encadrée. La France ambitionne actuellement de devenir une figure de proue européenne en matière de data center. 35 sites qui sont déjà prêts à l'emploi. Et on vient tout juste d'annoncer la construction d'un gigantesque data center qui sera en France afin de construire le plus grand campus sur l'IA d'Europe. Donc, la question du refroidissement de ces gouffres énergivores est plus que jamais d'actualité. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, une recherche sur ChatGPT, c'est entre 10 et 20 fois plus qu'une requête sur Google en termes d'énergie. Alors, tout dépend bien évidemment de la recherche qu'on va y faire. On connaît déjà quelques techniques qui sont déjà en cours pour refroidir ces data centers. Refroidissement naturel, par immersion, data center sous-marin, des optimisations de la circulation de l'air, de l'énergie renouvelable. Mais il existe des solutions aussi très innovantes comme la mousse métallique qui a été récemment développée par la start-up de deep tech Aferos à l'école polytechnique de Lausanne. Alors ça tombe très bien parce qu'on a les deux cofondatrices, Julia Carpenter, bonjour, vous êtes PDG et cofondatrice de cette start-up suisse Aferos, et Gaëla Andreetta, pareil, vous êtes cofondatrice donc toutes les deux conjointement avec Julia de la start-up Aferos, et vous êtes interrogée par Mathilde Gardin, rédactrice en chef numérique au Point. Oui, bonjour à tous, merci d'être là, merci Julia et merci Gaëlle. Voilà, on l'a bien compris, on parle beaucoup des data centers et spoiler, on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc Sophie expliquait à quel point ces data centers étaient gourmands en énergie. Donc ma première question, elle est un peu toute bête, mais pourquoi faut-il vraiment les refroidir, ces data centers? Very, very good opening question. So a data center is, in its very simple way, it's a heater. So all the energy you put in, it's used for computation, but afterwards it's turned into heat. Utilisé pour la puissance de calcul, créer de la chaleur. Si vous le laissez là, ça va surchauffer et tous les composants électroniques vont tout simplement cesser de fonctionner. Donc, nous avons besoin de les refroidir pour qu'ils soient plus efficaces. Et donc, voilà. Et derrière cette question, donc, il y a des enjeux économiques et des enjeux environnementaux. Peut-être, Gaëlle, vous voulez les détailler un petit peu? Pour détailler, en fait, il y a les deux. Déjà, un des aspects, c'est que les solutions actuelles, qui sont majoritairement de refroidir en faisant passer de l'air, ne sont pas suffisamment efficaces pour les puces qu'on utilise, notamment pour l'intelligence artificielle et pour tout ce qui est haut pouvoir computationnel. Et ensuite, il y a l'aspect que dans les data centers, on ne se rend pas compte, mais l'énergie qu'on met dedans, il y en a à peu près 40 à 50% qui est juste utilisée pour le refroidissement. C'est énorme. Donc, toute solution en fait, qui permet de réduire cela ne serait-ce que de quelques pourcents est nécessaire à la fois pour avoir une performance suffisante, mais aussi pour éviter de transformer les data centers en gouffre énergétique et en catastrophe écologique. Et quelles sont les techniques aujourd'hui? Donc, je crois on en parlait un petit peu. Il y a les techniques donc, de climatisation par l'air et de refroidissement par des liquides. Exactement. Donc, en fait, il y a deux grandes catégories. Une qui est appelée refroidissement par l'air, air cooling, et une refroidissement en liquide, liquid cooling. Et parmi ces technologies de liquid cooling, on va dire qu'il y a deux catégories principales qui vont être sous-divisées elles-mêmes. Donc, une de ces catégories, c'est direct to chip, directement sur la puce. L'autre serait immersion. Donc, on place en fait tout le rack du data center dans le liquide. Et après, on peut utiliser soit vraiment juste le fait que le liquide va absorber la chaleur plus rapidement. L'eau est très efficace thermiquement, notamment. Ou le fait qu'on va vaporiser le liquide et transformer l'énergie qui devrait chauffer en énergie de vaporisation pour aussi refroidir. Et ça existe et en direct to chip et en immersion. Donc ça, c'est les technologies les plus développées. Tu veux ajouter quelque chose ?
Un peu plus d'informations. Le refroidissement par liquide est 1000 fois plus efficace que le refroidissement par air, mais cependant, c'est la norme industrielle. Et c'est pourquoi il faut que l'on arrive à pousser des façons plus efficaces de refroidir la question les de data cette centers. conférence, c'était est-il possible de refroidir les data centers de manière efficace et durable? Et ça tombe bien. Du coup, vous avez mis au point une solution. Une mousse métallique. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est une mousse métallique et comment ça fonctionne? Alors, une éponge métallique, c'est assez similaire à une éponge dans votre cuisine. Si vous mettez du liquide, ça va tout simplement absorber ce liquide de la même façon que dans votre cuisine. Mais c'est une éponge métallique qui est donc qui conduit mieux la chaleur. Et donc, cela permet de faire ressortir la chaleur très rapidement de la puce et la transférer au liquide. Et donc, cela permet d'améliorer l'échange thermique au niveau de la puce et cela nous permet de travailler de manière beaucoup plus efficace pour refroidir. Oui, donc en fait, c'est pour... Quel est le lien avec les centres de données? En fait, un des acteurs principaux des systèmes de refroidissement, que ce soit dans l'air ou dans le liquide, c'est la partie qui échange la chaleur entre la puce et l'environnement. En anglais, heat exchanger. En français, je pense que c'est échangeur de chaleur. Et du coup, c'est là où, en fait, nous, on se positionne avec les mousses métalliques qu'on a créées. Donc, ces mousses métalliques, ce n'est pas des matériaux nouveaux en soi, mais celles que nous, on fabrique, elles ont une surface qui est 1000 fois supérieure à ce qui existe commercialement. Et c'est là où on fait, en fait, ce saut dans la performance et de capacité par rapport à ce qui a déjà été testé et déjà été fabriqué et qui permet d'améliorer l'efficacité de cet échange et donc d'utiliser moins d'énergie pour refroidir les data centers. Et justement, vous estimez les gains d'efficacité et de... améliore l'efficacité de 10% à peu près sur la puce directement, ce qui ensuite aurait ruissellé sur l'ensemble du système. Et peut-être qu'au final, dans le système, on pourrait obtenir 2 à 3% seulement de gains d'efficacité, mais pourtant, avec les volumes d'énergie dont on parle, 2 à 3%, c'est déjà un gain énorme. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez eu l'idée d'une mousse métallique? Alors, je travaille avec les mousses depuis très longtemps. D'ailleurs, déjà au moment de mon master, des matériaux d'isolation à l'époque pour les bâtiments, donc c'était à une autre échelle. À l'époque, on voulait s'assurer que ces mousses ne conduisent pas la chaleur et soient très bonnes comme matériaux d'isolation. Mais ensuite, pendant ma thèse, j'ai continué à travailler avec les mousses parce que je trouvais que c'était passionnant et j'ai commencé à me pencher sur cette question de créer de nouveaux processus de création de mousse métallique pour qu'elles soient produites de façon plus efficace et qui permettent donc de travailler dans différents secteurs. Et c'est vraiment le cœur de notre start-up. Aujourd'hui, vous en êtes où dans le développement industriel? Vous en êtes à quelle étape avec Aferos? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc en fait, on a créé la start-up il y a un peu plus d'1 an et demi. On va dire qu'on a et on a commencé à travailler dessus ensemble avec Julia encore à peu près 1 an avant. Et bien sûr, Julia a développé la technologie durant son doctorat. Donc pendant son doctorat, elle était à ce qu'on appelle vraiment l'aspect assez fondamental. Il a fallu commencer à travailler à 2 choses en fait: valider la technologie pour l'application, mais aussi la mettre à l'échelle. Donc passer on peut fabriquer quelques centimètres carrés au niveau du laboratoire à là où on est maintenant, qui est qu'on fabrique à peu près, voilà, donc de ce genre de taille, d'une part, et ensuite beaucoup, donc beaucoup, relativement parlant, mais suffisamment pour qu'on puisse en envoyer à beaucoup de nos partenaires et de nos clients qui puissent eux-mêmes les tester dans leur système. Donc on est en train de parler de faire des dizaines de ces choses-là par semaine. Et l'idée, en fait, c'est pas un volume énorme pour un métal, mais c'est un volume suffisant pour les data centers. C'est qu'on va fabriquer de l'ordre de 1 à 10 tonnes par an à l'échelle. Et là, on est à peu près à 1 an d'être à l'échelle complète. Donc, on fait ça par étapes, la mise à l'échelle, la capacité de production et aussi les tests
de longévité, de durabilité et d'efficience et de performance. Qu'est-ce qui a été le plus dur jusqu'à présent dans ce parcours-là de chercheuse à entrepreneur? Wow. Vas-y. So I think anyone who's ever worked in a Eh business or bien, even toute in personne science qui will a know, déjà first off, travaillé you'd dans have to le find the money. domaine So industriel ou même dans le domaine de la science, vous savez que le point le plus difficile, c'est de trouver des financements. Donc, nous avons eu beaucoup à apprendre alors que nous venons tous deux du domaine universitaire. Mais c'est un processus qui a été très efficace jusqu'à présent et ça a vraiment été l'un des plus grands enjeux au début de notre aventure. Deuxième question, bien sûr, former une équipe. Une équipe qui soit engagée, qui ait le même niveau d'énergie et qui soit prête à se lancer à l'attaque des enjeux à venir. Et donc, ça a été à la fois difficile, mais également un processus très satisfaisant. Et est-ce que vous avez déjà des partenariats ou des grands clients, ou c'est encore trop tôt? Alors, on travaille directement avec les entreprises qui font les systèmes de refroidissement ou qui font les puces ou qui font le design des systèmes des data centers. En fait, pour des raisons de confidentialité, toutes ces entreprises ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ce qui ne nous arrange pas, honnêtement. On aimerait bien dire les noms, mais effectivement, on a déjà ce qu'on appelle des proof of concept en anglais. Donc, on fait la preuve de concept, c'est-à-dire les premières étapes de validation dans leur système avec les designs qui correspondent, qui sont optimisés pour leur système. Et ça, c'est un processus un peu itératif. Donc, on commence à cette étape. Après, on fait ce qu'on appelle un co-développement où on met ça à l'échelle et on teste la longévité pour ensuite arriver aux commandes. Donc, on est dans cette étape encore entre le co-développement et la preuve de concept. Pour qu'on se rende bien compte, cette mousse métallique, ça représente combien de brevets déposés depuis le début de vos recherches? Alors, pour le moment, on en a un qui est public, qui a été déposé par l'École polytechnique fédérale de Zurich, donc là où Julia a fait sa thèse, où elle est inventrice, mais et sur lequel on a une licence exclusive sur toutes les applications possibles. Ensuite, on en a déposé un deuxième qui n'est pas encore public l'année dernière et on est dans le procédé d'en déposer 2 à 3 cette année. Donc voilà. Le premier brevet, c'était vraiment sur le procédé lui-même, qui est un procédé unique et extrêmement innovant. Et les brevets suivants, c'est vraiment pour renforcer tout ce qui est l'aspect propriété intellectuelle sur les systèmes, les produits, de façon plus spécifique. On peut revenir un petit peu peut-être à cette mousse. De quoi elle est composée, sans rentrer évidemment dans les détails, j'imagine que c'est confidentiel, mais et comment elle fonctionne concrètement? So I like the name in French, the mousse, because it's really also how we make it. It has this stage of being really this kind of development. We always compare it to making meringues. So we make out of metal in a similar process as you would in cooking. We make a solid body. So it really looks like a fluffy, relatively light copper part. Because it's a mousse, it's not as pretty as a solid copper part, I have to say. It looks a bit like a brick, but it has all the properties of being a metal. And for us, one of the great benefits of the process is really that we can use, we have a nice Kenwood kitchen machine, for instance, to make parts of our material. So having this ability of using technologies from the food industry, which we do, allows us to scale something that might otherwise be really hard to produce. Et juste pour dire, en fait, à la fin du procédé, ce qu'on a, c'est vraiment un métal ou un alliage, on peut faire les deux, pur. Il n'y a pas d'autres composants, il n'y a pas d'impureté. C'est aussi l'intérêt du procédé d'arriver à quelque chose qui est connu, qui est de confiance pour nos partenaires industriels. Est-ce que cette solution, elle pourrait être appliquée à d'autres technologies pour Alors oui, en fait, pour nous, même au début, la difficulté, c'était pas tellement d'appliquer la technologie à différents problèmes, c'était de choisir comment se focaliser, parce qu'on n'a pas des ressources pour répondre à plein de problèmes. De ce qu'on disait, le fait qu'on a une extrêmement haute surface spécifique,
Donc, encore une fois, 1000 fois ce qui existe dans l'industrie. Il y a des applications très, très, très intéressantes en catalyse, notamment pour la production d'hydrogène vert. Donc ça, c'est quelque chose qui demande plus de ressources et plus de recherche. Et on a eu aussi beaucoup d'intérêt assez directement pour tout le problème du refroidissement des data centers. Donc on a dit, ça, on va le garder en R&D, on va le faire faire par des partenaires R&D bien connus et de confiance dans le domaine pour qu'une fois qu'on aura débroussaillé en quelque sorte et avancé en maturité, ça soit un peu un deuxième marché. Donc il y a énormément d'applications, il y a plus d'applications. On pourrait imaginer de la filtration, on pourrait imaginer d'autres aspects vraiment catalysants en chimie, de l'électrolyse. Mais voilà, on a décidé de se concentrer d'abord sur le problème des data centers et ensuite, éventuellement, d'aller voir d'autres marchés. Et les mousses métalliques, c'était totalement inédit dans le... Alors, le terme mousse métallique existait avant, mais si vous tapez mousse métallique sur Internet, vous pouvez même en acheter en Chine, etc. Ça va ressembler à quelque chose où déjà vous voyez tous les trous et un mesh, une sorte de tamis. Donc c'était quelque chose qui était fabriqué de manière déjà, on va dire, assez grossière en termes de taille, et ensuite qui était aussi fabriqué avec des technologies qui demandent de d'abord faire fondre le métal pour ensuite introduire du gaz. Et ça, c'est très coûteux en énergie et c'est pas très facile à faire à très très grande échelle. Donc ça existait, mais le procédé qu'on a, il fait des mousses beaucoup plus performantes et de manière beaucoup plus efficace. D'accord. Et comment ça s'est passé avec Polytechnique ? Vous avez été très soutenu. Comment ça se passe, le milieu de la recherche en Suisse ? So I think it's very university specific. Of course, ETH is currently very engaged in having a lot of startups and pushing its startups. So there is a grant from the university. Also, the Swiss ecosystem for startups is very strong. I was very fortunate. I did my PhD in a group where there were 4 startups that went ahead of me. So I could watch them grow. I could see which grants they applied to, which steps they took. So it was a very inspiring entrepreneurial space. And so being there, the steps were quite clear of where to go within ETH. We're all still now hosted. So our offices and our production space is still within the university. And so that, of course, allows for a lot of quick R&D with access to all of the facilities that you have in a university. Et vous pensiez toutes les deux, en commençant votre doctorat, que vous alliez un jour créer votre start-up ? C'était déjà quelque chose qui vous motivait, ou comme vous dites, quand vous vous êtes retrouvés dans cette ambiance So for me, I did not think so at all. En ce qui me concerne, je savais que je voulais faire un doctorat et ensuite passer à la gestion. J'ai été dans un espace très entrepreneurial. Je dirais qu'il y a eu de bonnes coïncidences. On en a parlé d'ailleurs hier. Ce processus peut être mis à l'échelle, il peut être vendu, il a de la valeur pour l'industrie et je crois qu'il s'agissait d'une combinaison unique et qui m'a porté bonheur. Et grâce à ces 2 facteurs, il m'est apparu clairement que c'est ce que je voulais faire. Un retour à Saclay après votre doctorat ici. Alors oui, en fait, moi j'ai fait mon doctorat au CEA Saclay ici de 2005 à 2008 et au contraire, j'ai presque envie de dire au contraire. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que moi au CEA, j'ai su assez rapidement que je ne resterais pas dans le monde académique, que je ne ferais pas de postdoc, etc. parce que je n'étais pas tellement dans le publish or perish. Donc, publier ou crever, c'est la traduction assez littérale. Et ça ne me semblait pas quelque chose de... Pour moi, personnellement, je ne me sentais pas motivée, en fait, à écrire des papiers sur mes recherches. Donc, je voulais aller dans le monde... de la grande entreprise et des grandes entreprises. Et il s'est avéré que mon partenaire, maintenant mon mari, a trouvé un poste à Oxford. Alors je me suis dit, cool, Oxford, il y a plein de choses. Et j'ai atterri dans une start-up qui s'est révélée être une licorne. J'avais fait 0 calcul. J'étais pas fondatrice, j'étais employée, mais quand même, j'ai travaillé 4 ans dans cette start-up.
Complètement en R&D, je suis restée en R&D et en tech transfert en fait, tout ce qui est transfert de technologie, tout ce qui est travail avec les startups, toute ma carrière, jusqu'à ce que je rencontre Julia et que l'opportunité se fasse d'en créer une ensemble. Et moi, j'avais pas cet aspect-là. Même en rencontrant Julia, la première fois, j'étais là plutôt, je suis là en termes de soutien, je suis vraiment curieuse, c'est un produit intéressant, et le produit était tellement intéressant. Il y avait tellement de possibilités que je me suis dit, non, bon, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Aphéros? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter toutes les deux pour l'année 2025, par exemple? Well, we're going raising again, so we're Alors, going out for more money. nous avons besoin de fonds supplémentaires. Nous allons tâcher d'en lever. Nous nous réjouissons aussi d'avoir la possibilité de travailler aux côtés de visionnaires dans le domaine des centres de données. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Je crois que vous pouvez nous souhaiter d'avoir beaucoup d'énergie et de motivation, car nous avons du pain sur la planche et nous avons hâte de nous y mettre. Le souhait, en fait, ça serait de voir le produit vraiment fonctionnant et appliqué à grande échelle. Donc ça serait un peu le rêve. 1 an, c'est une échelle un peu courte, pour être honnête pour ça. Donc on va voir si ça se passe. Et après, le deuxième souhait pour moi, c'est de voir l'équipe continuer à grandir, pas juste en taille, mais en compétences, en joie de travailler ensemble et en général, d'apporter notre produit sur le marché. Pour l'instant, vous êtes combien chez Aphéros exactement? Alors, on est 11. D'accord. Voilà. Et alors, peut-être qu'il y en a dans cette salle, mais quels conseils vous donneriez à des étudiants aujourd'hui qui voudraient se lancer, qui auraient l'envie comme vous? So I think if you like to learn, entrepreneurship is a crash course in everything. So I really encourage people to go for it. It's one of those things you have to jump in the deep end, but the pool is not quite as deep as you might think, especially if you're in a space, also like here in Paris-Saclay, where entrepreneurship is really valued. There's a lot of help out there. There's a lot of people giving you your time and their knowledge for free in this space. It's a very communal space. So I would say don't worry about what happens later on. Take half a year, take a year, explore. Ça va se passer par la suite. Prenez 1 an et demi, explorez et vous pourrez continuer. Donc si vous hésitez, prenez 1 an pour vous lancer dans votre projet. Et je crois vraiment qu'ici, dans cet espace, vous aurez nombre d'occasions à saisir, vous aurez beaucoup à apprendre et c'est très précieux. Alors moi, mon conseil, il sera là, peut-être un peu basé sur notre expérience, mais trouvez la bonne personne avec qui vous voulez travailler. Non, mais c'est essentiel, en fait. C'est une expérience qui sera forcément unique, donc j'ai pas envie de donner quelque chose de très général comme conseil. Chaque start-up détermine sa propre voie, sa propre culture, sa propre façon de travailler avec les autres, sa propre. Donc trouvez quelqu'un qui a les mêmes valeurs et le même sens la même vision que vous pour vous soutenir est essentiel et permet de vous déjà se sentir vraiment moins seul de temps en temps parce que en fait on est face aux investisseurs, face aux clients, etc. C'est vraiment bien d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger et un sounding board, donc quelqu'un qui va vous soutenir et qui va être là quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est l'idée. Vous avez fait encore beaucoup de recherches dans vos journées ou on est totalement passé à autre chose? Non, alors moi, ça va être... Franchement, pour moi, c'est dur de vraiment le lâcher. donc, ça arrive. Et après, c'est vrai que nous, on est vraiment une start-up deep tech, donc, où il y a énormément de choses qui sont encore au niveau R&D. Donc, en fait, dans l'équipe même, il y a vraiment beaucoup de sujets de R&D. Enfin, il y a plus de sujets. Il faut vraiment prioriser nos sujets de R&D. Mais ça continue à être quelque chose d'important, qu'on discute régulièrement. Donc, on n'est pas forcément tout le temps laboratoire, même si ça arrive encore. Mais par contre, on est encore très fortement impliqué dans l'aspect R&D de l'entreprise. So, I do a lot of accounting now. Alors moi, j'ai beaucoup de comptabilité à faire.
Je dirais qu'il y a toujours un peu des deux, et ce que j'apprécie dans le fait d'avoir cette expérience dans la R&D, c'est que nous pouvons vraiment accompagner notre équipe, l'aider à renforcer ses compétences, et nous pouvons développer des aptitudes dans d'autres domaines. Et notamment, moi, je découvre tout ce qui est lié au brevet, à la logistique, au sourcing, tous ces éléments que nous apprenons. Et moi, j'ai eu l'impression d'être un peu comme une enseignante, de dire « essayez ça et revenez vers moi ». Donc oui, pour ce qui est de la recherche, il y a eu des évolutions, mais c'est vrai que toi, tu as quand même pas mal travaillé récemment avec l'équipe de recherche. Oui, mais c'est parce que j'aime ça. Et je crois que c'est aussi une source d'inspiration de voir que nous travaillons tous et toutes main dans la main. Il n'y a aucune tâche qui est trop basse ou trop haute pour qui que ce soit. Des questions dans le public? Oui. Thanks for your brilliant bilingual Merci beaucoup pour cette excellente présentation bilingue. Aurélie, je suis experte en marketing B2B. Hier, j'ai participé à une session concernant les chercheurs et les entrepreneurs et comment parvenir à un équilibre entre ces deux rôles. Et étant donné que vous êtes toutes les deux chercheuses, je me demandais si vous aviez déjà une équipe spécifique pour ce qui est de la recherche sur les marchés. Oui, c'est important. Moi, je dirais que toutes les deux, nous sommes plutôt bonnes pour ce qui est des ventes. Julia a un talent naturel et a beaucoup appris. Moi, à mon ancien poste, en fait, j'étais déjà consultante en recherche et développement avec des PME, des startups et même de grandes entreprises. J'ai beaucoup appris à la façon dont on pouvait présenter ces stratégies marketing pour le B2B. Et nous avons obtenu un soutien du gouvernement suisse qui nous donne accès à des coachs dans ce domaine. Cela a été très utile et nous sommes en train de renforcer notre équipe. Nous avons un associé qui a déjà travaillé dans le domaine du financement des entreprises. En plus de ces aspects, je dirais que l'un des avantages de notre entreprise, c'est que nous sommes B2B. Nous ne vendons pas aux consommateurs, donc c'est très différent. En tout cas, peu importe votre orientation en matière de recherche, il faut que l'un ou l'une des fondatrices soit en capacité de faire du marketing. Maintenant, nous sommes en train de vendre un produit, mais avant, nous vendions une entreprise. En fait, vous vendez vous-même, votre vision, votre entreprise. Et il me semble que seul un fondateur peut incarner tout ça. Oui, vous pouvez trouver des experts pour vendre quelque chose de particulier, mais si vous vendez votre entreprise, il faut avoir certaines aptitudes et c'est quelque chose qui s'apprend en fait. D'autres questions? Alors tenez, je vais vous passer le micro. C'est pas tout à fait par rapport à ce que vous avez développé, mais j'ai vu que Thales avait pour mission de mettre un data center dans l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant pour refroidir? Et quel est votre avis là-dessus? Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que le refroidissement dans l'espace est un immense problème. En espace, le système de refroidissement le plus efficace, donc par une matière qui est combustible, ne fonctionne pas. Donc, pourquoi avoir ces data centers dans l'espace? Si c'est pour une autre raison que le refroidissement, pourquoi pas? Mais si on l'envisage du point de vue du refroidissement, ce n'est pas une bonne idée. Sous l'océan, ça serait plus efficace, peut-être dans l'Arctique, mais c'est aussi important de savoir que le cuivre que nous utilisons beaucoup n'est pas vraiment apprécié dans l'espace. Donc je ne sais pas pourquoi ils veulent l'installer dans l'espace, mais ce n'est très certainement pas pour l'efficacité du refroidissement. Et
les techniques de refroidissement spatial sont vraiment différentes, sont généralement très coûteuses. Donc c'est quelque chose où ça reste assez compliqué de développer quelque chose. Il y a des startups qui sont vraiment spécifiquement dévolues à ces aspects-là, qu'on connaît bien dans notre écosystème, et qui font que vraiment le refroidissement dans les satellites, etc., ça reste quelque chose de très coûteux. Donc je pense que s'ils en mettent un, il ne faudra pas qu'il soit trop gros aussi. Il y a un peu l'aspect de la taille. Non, mais ils sont énormes et l'espace que prend un data center est significatif. Bonjour, j'avais une question, merci. De question de clarification, donc on comprend le concept de la mousse métallique. Vous n'avez pas forcément bien décrit si ça s'applique directement sur le chip ou ailleurs, ou est-ce que finalement les flux de chaleur qui proviennent du chip, comment ça se passe d'un point de vue flux de chaleur? Et puis deuxième question également, il y a il y a beaucoup de recherches, beaucoup de startups, notamment dans le domaine du microfluidic cooling. Oui. Il y a des choses en Suisse qui existent, des startups qui travaillent là-dessus, au moins une. Est-ce que vous pouvez comment vous évaluez votre technologie par rapport à des technologies de liquid cooling ou biphasique? Alors, les mousses métalliques vont avoir des propriétés qui sont intéressantes à la fois en biphasique et à la fois en juste une seule phase. Single phase. Et c'est pas les mêmes, mais en fait, on sait que donc nos mousses métalliques à nous, si vous voulez, on peut les voir comme des millions de micro-canaux. Donc de la microfluidique désordonnée, on va dire ça comme ça. Et on évite un certain nombre des soucis de la microfluidique au niveau de l'aspect de mise à l'échelle. Parce que, comme on disait précédemment, notre technologie est plus facilement mettable à l'échelle par rapport aussi aux aspects d'efficacité, de coût. Tout simplement, les puces microfluidiques, c'est très efficace, mais c'est aussi très difficile à faire à très grande échelle. Donc, par les techniques qui sont utilisées pour les fabriquer, et nous, on a une technique qui est ce qu'on appelle bottom-up, donc on part du matériau et on va faire la mousse à ce moment-là. Et en termes de dissipation, tu veux répondre? Yes. So it's, I don't know your background in Alors, how much, je but ne it's sais basically pas de quel it domaine vous replaces venez, the mais en fins, fait, cela in a heat sink remplace or the fins in any kind of microchannel system or in any kind of cold plate. So you have your chip. sur certains On top of that, plateaux you have a en heat métal, spreader les that makes ailerons, the heat si vous voulez, ou les ailettes. And on top of that, Et our metal goes. The heat spreader is usually just a copper plate. en fait, en général, on a une plaque de cuivre, une chambre pour la vapeur, en l'endroit en fait où la chaleur se dissipe, et c'est là que l'on place notre éponge en contact avec le fluide. J'ai une question. En économie, on a un concept. Plus une technologie est efficace et plus on l'utilise. Ma question est la suivante. Est-ce que vous mesurez l'efficacité? Est-ce que vous êtes inquiète de l'impact de votre technologie? Excellente remarque. Pour nous, c'est ce qui devrait se produire. En fait, nous n'avons pas le contrôle là-dessus. Il en va de nos consommateurs qui utilisent notre produit. Admettons que vous ayez 1 gigawatt, c'est ce dont on parle à l'heure actuelle pour les data centers. Si on utilise moins pour le refroidissement, on peut utiliser davantage d'énergie pour le calcul. Et donc, cela dépend de la façon dont les consommateurs utiliseront notre technologie et aussi ce qui va se produire en matière d'efficience énergétique lorsque le produit sera utilisé. D'autres questions? Une dernière. Tenez. Merci, bravo pour votre présentation. 2 questions en fait, une sur l'aspect durable, sustainable du produit, et le deuxième sur sa durée de vie en fait. So
À l'heure actuelle, nous avons constaté que notre produit était durable, il ne changeait pas dans le temps, mais puisque nous sommes une jeune start-up, pour l'instant, ces données ne sont pas aussi extensives que nous l'aimerions. Il faut les tester dans la longévité, mais pour ce qui est de l'usage de ce produit, c'est un grand sujet pour nous et nous continuons à l'examiner. Actuellement en discussion avec des gens qui vont faire un life cycle analysis, donc une analyse du cycle de vie. Et en tout cas, ce qu'on sait, nous, c'est que la manière dont on produit la mousse métallique est beaucoup moins énergivore que ce qui est actuellement utilisé pour produire d'autres mousses métalliques ou d'autres métaux, en fait, même en soi, parce qu'on a un procédé qui utilise des températures généralement plus basses. Et donc, cet aspect-là, pour la métallurgie, est très, très important. Et on utilise aussi assez peu de gaz, etc. Donc, d'un point de vue purement analyse de cycle de vie, on veut démontrer qu'on a vraiment un procédé durable. Et on est en train de se mettre en contact avec les experts qui peuvent le mesurer de façon quantifiable et pas juste nous disons c'est le cas. On le croit sincèrement, mais on veut le mesurer. And I have just a last question for you. When you J'ai come une as a dernière young question. woman to En pitch tant your que project jeune in this femme, kind of lorsque vous industry, does that présentez make a votre difference? projet dans cette industrie, est-ce que cela fait la différence? So, yes and no. Oui et non. So, as a startup, you have a bit of En leeway. tant que start-up, vous avez un peu de marge. Vous pouvez être plus jeune, vous pouvez être différent d'autres représentants de l'industrie. Moi, personnellement, je n'y pense pas trop. Je suis une personne très déterminée, mais c'est un défi même lorsque ce n'est pas forcément le cas, lorsque nous sommes dans une salle remplie de personnes de ce domaine. Il s'agit en général d'hommes blancs dans la quarantaine et nous voulons montrer de nouvelles évolutions et je crois quand même qu'il y a une vraie ouverture dans ce domaine et un domaine qui change, comme vous nous l'avez dit. Merci beaucoup. Et on va continuer à parler innovation et transformation puisqu'on va accueillir une table ronde dédiée à cela avec les Bell Labs. Voilà. Merci beaucoup. Merci.